Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique en Bourgogne, en direct sur notre antenne de France 3 Bourgogne et sur notre page Facebook. Nous sommes aujourd'hui à 7 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, en plein cœur d'une campagne inédite à bien des égards. Et nous en débattons ce matin avec 4 invités. Nisrine Zahibi, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional socialiste et vous soutenez Benoît Hamon. Lilian Noireau, bonjour. Bonjour. Conseiller régional du FN, conseiller municipal à Mont-Solémine et vous soutenez Marine Le Pen. Vincent Chauvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire d'Autun, président du MoDem de Saône-et-Loire et vous soutenez Emmanuel Macron. Enfin, Charles-Henri Gallois de l'UPR, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc de l'Union populaire républicaine et vous soutenez à ce titre son président qui est François Asselineau. Alors, du fait d'un calcul de l'équité des temps de parole sur plusieurs semaines, le représentant de François Fillon n'est pas présent sur ce plateau aujourd'hui, mais ce sont encore ces démêlés qui ont fait la une cette semaine. Annonce de sa prochaine mise en examen, maintien pour l'instant de sa candidature, lâchage de nombreux soutiens, mise en cause de la justice, des journalistes, interview de son épouse ce matin dans le JDD, manifestation de soutien très contestée cet après-midi, contre-manifestation également cet après-midi. Bref, est-ce que tout ça n'offre pas un pitoyable spectacle et est-ce que les citoyens peuvent encore vous considérer, vous les politiques, avec tout ça? Je ne sais pas qui veut en parler. Nisrine Zahibi. Effectivement, c'est une situation inédite et insoutenable qui monopolise énormément le débat public. Par contre, ce que je déplore, c'est que nous, par exemple, nous sommes des représentants de nos candidats respectifs et nous n'avons même pas le temps, justement, d'aborder des questions de fond, parler de programme, contre-programme, de dire que aux 50% justement de Français qui ne savent pas pour qui voter aujourd'hui, qu'il y a des solutions pour l'avenir. Il y a aussi un programme fort qui est soutenu par mon candidat, effectivement, notamment. Mais ce débat-là est tellement, oui, comme vous dites, réduit l'image de la France à des affaires qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je ne me réjouis pas en tant qu'élu de la République, finalement, de cette affaire-là. Elle salit l'ensemble des élus de la République, honnête soit-il. Et on fait un travail, effectivement, peut-être un travail, mais on a une fonction qui est digne. On représente l'intérêt général et on est finalement mis dans le même paquet, le même lot que ces candidats qui ont des affaires sur le dos. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Oui, il y a aussi Marine Le Pen, d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup des affaires, notamment de Marine Le Pen, qui refuse de se rendre chez les juges. Est-ce que tout cela ne dévalorise pas votre travail, le travail de tous les élus? Alors déjà, si vous voulez qu'on fasse toute la campagne sur les affaires, il faut l'ouvrir déjà pour tout le monde. Avec l'affaire de François Fillon, on n'arrive plus à faire campagne sur le fond. C'est un véritable problème. On ne parle plus du chômage, on ne parle plus des petites retraites, on ne parle plus de la baisse du pouvoir d'achat, on ne parle plus du terrorisme islamiste, on ne parle plus de la crise migratoire et on ne parle plus de la crise agricole. Fillon, c'est le pur produit du MPS. Durant toute la campagne de la primaire de la droite et du centre, il nous a clairement dit, il a dit aux électeurs que s'il n'était pas élu, même pas élu, il ne respecte déjà pas sa parole, car il ne devait pas se présenter s'il était mis en examen. Donc c'est la démonstration que c'est un pur produit de l'IMPS. Et avec cette affaire, ce serait peut-être temps quand même, à moins de 50 jours d'élection présidentielle, qu'on puisse parler des programmes. Alors on voit, il essaye quand même, on voit sur ces images notamment de faire campagne, François Fillon. Vincent Chauvet, vous qui, le MoDem, c'est toujours dit au centre, est-ce que vous arrivez encore à vous faire entendre dans tout ça? Je pense que justement, on a réussi à se faire entendre par cet acte historique de François Bayrou, de renoncer à sa candidature personnelle. C'était le candidat naturel du centre. Il aurait fait un score autour de 10% peut-être, comme il a fait en 2012. Mais de dire, voilà, on va permettre à quelqu'un qui n'est pas du centre, mais qui a porté le projet qu'on a depuis quasiment 15 ans et qu'on a failli faire gagner en 2007 quand François Bayrou était très près d'être au second tour. Et donc de permettre d'avoir justement une majorité nouvelle, en finir avec ce duopole, cette bipolarisation qui abîme la démocratie française et une
partie des dérives actuelles, notamment une partie des affaires et de l'idée de tous pourris, aussi découle de cet état de fait que deux partis se partageaient à intervalles réguliers des responsabilités. Et donc, oui, on arrive à se faire entendre par des actes comme l'acte de François Bayrou et par des propositions qui sont celles qu'on va porter en débat, et j'espère qu'on viendra dans le fond. Mais une remarque sur à la fois le Front National et l'affaire Fillon, c'est que pour être candidat à la présidence de la République, on est candidat à une fonction qui est celle de garant des institutions. Et un candidat à cette fonction doit avoir au moins deux principes qu'il doit défendre: l'indépendance de la justice et la liberté de la presse. À partir de ce moment où des candidats, Marine Le Pen et François Fillon, remettent en cause l'indépendance de la justice et la liberté de la presse, ils se disqualifient d'eux-mêmes pour la course à la magistrature suprême. Avant d'en reparler, peut-être François Asselineau, alors ceux que l'on appelle les petits candidats, cette fois-ci on ne les voit plus du tout avec cette affaire. Alors, quel regard vous portez, vous? Déjà, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense que ces affaires intéressent les médias. On ne parle que de ça, effectivement. Il n'y a plus vraiment de campagne. Mais je pense que les Français sont assez grands pour juger eux-mêmes et les Français, au contraire, aimeraient aller sur des débats de fond. Effectivement, on ne peut plus faire campagne, on n'en parle pas. Et j'ai avec moi, vous savez, les derniers chiffres du CSA. On ne peut peut-être pas faire campagne, mais il y a quand même une promotion qui relève de l'indécence pour M. Macron. Ça, ce sont les chiffres du CSA. Oui, alors ils ne sont pas tout à fait ceux-là quand on regarde sur un mois, non, sur la vraie période. Je parle de tous les médias. J'incrimine d'ailleurs pas France 3 qui fait son travail. Mais on voit que c'est quand même indécent. Il y a plus de 37% du temps de parole sur la semaine du 20 au 26 février. C'est une semaine, il a présenté son programme 37%, cette semaine-là. Et pour François Asselineau, vous parliez des petits candidats, il s'agit de 0,07% du temps d'antenne. Donc effectivement, il y a un grave problème démocratique à ce niveau-là et on n'a pas clairement de campagne pour le moment. Et j'aimerais qu'on puisse aller au fond des choses et c'est ce que propose François Asselineau et sur lequel on va revenir. Concernant les affaires, c'est un problème de moralisation de la vie publique. Et nous, depuis 2011, on propose des mesures très fortes à ce sujet-là. On propose d'interdire tout candidat qui a été condamné à se présenter à des élections. On propose de ne pas faire plus de 2 mandats par candidat, parce que pour nous, la politique, ça ne devrait pas être des professionnels de la politique. Et je pense fondamentalement, on va revenir sur le programme, qu'il y a un grand lien entre corruption et l'absence de pouvoir, puisque les politiques français dans le cadre de l'Union européenne n'ont plus de pouvoir. Et quand vous n'avez plus de pouvoir, vous faites carrière et ça amène à des attitudes un petit peu corruptibles. Alors Vincent Chauvet, il faisait allusion tout à l'heure sur le fait que Marine Le Pen et François Fillon notamment ont beaucoup critiqué la justice ces derniers temps. Alors j'ai eu une question d'une internaute, Mylène, qui nous dit « Est-ce qu'elles se sont au-dessus des lois? Est-ce que c'est cela qu'elle appelle la justice pour tous, l'égalité? Est-ce qu'il n'y a pas un monde à 2 vitesses ?» Alors c'est vrai que ça peut paraître curieux pour quelqu'un qui veut devenir chef de l'État de critiquer les institutions, non? Alors déjà, je me permettrai de répondre à Monsieur Chauvet. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne s'interroge pas du tout sur le patrimoine d'Emmanuel Macron, alors qu'on voit sur Internet qu'il y a quand même donc de nombreuses interrogations, qu'on ne s'interroge pas là-dessus. Donc j'aimerais également d'ailleurs que les médias... Il a fait sa déclaration de patrimoine en ligne. J'aimerais également que les médias puissent s'y intéresser. Pour répondre donc ensuite à Manon... je dirais tout simplement que la décision qui a été prise par le Parlement européen et son président socialiste, M. Schulz, c'est une décision qui est purement politique. Vous parlez d'une des affaires. Il faut quand même rappeler que M. Schulz avait clairement et a clairement dit au Parlement européen qu'il mettrait tout en œuvre pour lutter contre les mouvements eurosceptiques. Il était président à l'époque. Donc, on se pose des questions. C'est une décision qui est purement politique et Marine Le Pen a d'ailleurs répondu à de nombreuses reprises. Et la mise en examen du parti pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds publics, c'est aussi une décision politique? Allez voir Madame Lepage qui avait incriminé M. Bayrou pendant de nombreuses reprises, M. Chouet. Allez, on va avancer, on va pas parler des affaires dans cette émission. Le Conseil constitutionnel a validé cette semaine, notamment un parrainage pour Alain Juppé, c'est celui de la maire de votre ville, de Mont-Soleil-Mines. Il pourrait être la solution de secours. Bref, à propos de ces parrainages, donc, ils sont publiés petit à petit depuis cette semaine sur le site internet du Conseil constitutionnel. Alors, on n'a pas vraiment de doute sur le fait que
vos candidats respectifs atteignent les 500 ? Peut-être pour vous, François Asselineau, on a un doute. Non, nous sommes très confiants, Vous êtes confiant pour les 500 parrainages. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces publications ne sont pas si transparentes que ça, dans la mesure où c'est pas un arrêté à un moment T pour tous les candidats. Il s'agit seulement des parrainages validés et non pas des parrainages reçus. Et on sait, nous on a appelé le Conseil constitutionnel parce qu'on s'attendait à avoir plus de 200-260 parrainages au dernier relevé, mais ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas eu le temps de les traiter. Donc ça, il faut bien comprendre que ce n'est pas une image à un moment T qui reflète la réalité des parrainages. Voilà. Et nous, on est confiants et vous inquiétez pas, vous verrez François Asselineau à cette élection. Très bien. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas encore donné votre parrainage, tous les deux d'ailleurs ? Si. Si, ça y est, mais il n'a pas été validé. Il est parti vendredi. Il est parti aussi. Il est parti aussi. Bon, très bien. Parlons maintenant des sondages, en excluant l'hypothèse Juppé. Pour l'instant, ce sont Monsieur Macron et Madame Le Pen qui font la course en tête. Alors ce serait inédit. Ça veut dire qu'au deuxième tour, les deux partis traditionnels seraient exclus. Est-ce que Nisrine Zahibi, c'est pas une profonde défiance quand même, ça, de la part des citoyens ? La question des sondages est aussi à prendre avec précaution. C'est une photo à l'instant T, on le sait. Totalement. On l'a vu déjà avec le Brexit, on l'a vu aussi avec Donald Trump, on l'a vu aussi avec les primaires de la gauche où mon candidat n'était pas le favori apparemment dans les sondages, mais qu'il l'a remporté. Donc à un moment donné, moi je prendrais des précautions sur la question justement des analyses, des sondages qui sont parus aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a un sondage Odoxa qui dit que si c'est Juppé qui remplace Fillon, il sera en tête effectivement de la présidentielle. Sondage Odoxa pour France 2 donc de vendredi. Comme quoi, la fin des partis traditionnels, et d'ailleurs moi je mets dans le lot parti traditionnel, le FN, il n'est pas nouveau, c'est pas un parti qui existe depuis peu, c'est un parti qui existe depuis fort longtemps. Mais qui n'a jamais gouverné. Oui, mais qui a gouverné quand même des communes et des collectivités qui sont aussi des élus, donc on peut aussi parler de bilan à un moment donné et de position justement politique de la part de leurs représentants politiques. Donc moi la question des sondages, effectivement je la prendrai avec beaucoup de distance, d'autant plus que ceux qui sont testés aujourd'hui ne sont peut-être pas les candidats de demain. Très bien. Là, mais en même temps, on a quand même l'impression que la campagne de Benoît Hamon, pour l'instant, elle ne décolle pas, si ? Elle ne décolle pas, non. Moi, je rejoins aussi ce que vient de dire mon homologue ici, le représentant d'Asselineau. Il y a aussi une question de médiatisation. Comme je le disais en préambule, on passe notre temps à commenter l'actualité sur des affaires entre Marine Le Pen et Fillon, mais finalement, on ne parle pas de fond. Moi, ça me désole parce qu'il y a un vrai projet pour la France. Il y a un vrai projet pour ceux qui sont en souffrance, qui ont des attentes, qui n'arrivent pas à finir leur mois et qui sont mais vraiment dans une attente profonde et qui passent leur temps à regarder l'actualité politique à travers les médias en disant regardez, ils sont tous pourris. Et ça, c'est désolant parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dans le cadre du programme de Benoît Hamon que moi je porte aujourd'hui et que je porterai jusqu'au bout, qui sont à valoriser. Et j'aimerais qu'on aborde justement ce sujet de fond. Alors, Monsieur Chauvet, on voit qu'il y a une dynamique Emmanuel Macron, ça se voit notamment aussi dans les sondages et par le nombre de personnes qui sont dans ces meetings. À quoi vous l'attribuez, vous ? Alors, il y a une dynamique parce que c'est le renouvellement, parce que c'est aussi sortir des clivages. Il y a une dynamique qui a été entretenue aussi par l'arrivée de François Bayrou, où on voit depuis une semaine que les sondages s'améliorent encore, mais sans commenter. Et il ne faudrait pas, je pense que ça désole aussi les électeurs, les téléspectateurs, de considérer la présidentielle comme une course de chevaux, en disant « Ah, la casaque verte est arrivée devant la casaque bleue et on reprend un demi-point, etc. » Ce que ça montre, l'idée générale, c'est la fin du bipartisme, la fin de la bipolarisation. Et sur le fond, ça montre que les clivages n'étaient pas ceux qu'ils étaient entre la droite et la gauche, mais que la droite et la gauche, le grand parti de droite et le grand parti de gauche, sont traversés en leur sein par des fractures profondes idéologiques sur l'Europe, sur la libéralisation de la société, sur l'ouverture aussi au niveau des mœurs, sur un certain nombre de sujets comme ça qui, en fait, et les sondages le montrent, on peut rassembler des gens de centre-gauche et de centre-droit autour d'un projet cohérent, alors que l'EPS lui-même a explosé et que LR, pour d'autres raisons aussi, sont en totale décrépitude. Si je peux me permettre, je voudrais vraiment dire un mot, parce que c'est facile d'avoir finalement une vision très caricaturale de ce qui se passe à l'échelle politique sur le plan du bipolarisme entre l'EPS et l'UMP, LR aujourd'hui. Moi, je veux juste dire une chose. Effectivement, 39 ans, Macron, il représente peut-être une forme de rajeunissement salutaire, et donc il y a un réel besoin, effectivement, de renouvellement. Hamon n'est pas très vieux. Oui, il a 49 ans, il est jeune, effectivement, même en politique, mais il a l'expérience, contrairement à d'autres, qui dit que
pour citer Emmanuel Macron, qui dit que c'est même plus tendance d'être élu, puis c'est finalement caduque et obsolète. Donc c'est une remise en question totale de la démocratie qui, pour moi, me dérange profondément. Et finalement, un ravalement de façade que propose Macron n'est pas un réel renouvellement proposé politiquement, nous portons. Pour Marine Le Pen, finalement, ce duel Macron-Le Pen, c'est le scénario idéal, non ? Déjà, Emmanuel Macron, c'est quand même l'hologramme de François Hollande. Il a été de 2012 à 2014 son conseiller à l'Élysée. Il était ensuite, pendant 2 années, son ministre de l'économie. Donc c'est le parfait hologramme. Il représente exactement ce que les Français ne veulent plus. C'est le candidat des banques, c'est le candidat ultramondialiste. Donc Emmanuel Macron, c'est véritablement cet hologramme. Nous, sur le terrain, on le sent avec Marine. Mais ça vous arrange qu'ils soient en tête quand même, parce qu'on peut se dire que les gens de la droite dure iraient plus vers vous. Alors déjà, le clivage gauche-droite, il n'existe plus. Maintenant, on est sur un clivage qui est le clivage entre les mondialistes, que représentent Macron, Hamon, Fillon, et les patriotes, que représente Marine Le Pen. Donc nous, sur le terrain, on sent cette force monter, on sent cette adhésion au programme présidentiel que porte Marine Le Pen. Donc il y a une véritable adhésion à ce programme. Et donc oui, moi je pense que Marine Le Pen sera élue et qu'elle battra à plat de couture Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord avec cette idée que les clivages gauche-droite n'existent plus, M. Gallois ? Alors, je ne suis pas d'accord dans la mesure où il y a quand même des propositions dans le programme de Marine Le Pen qui sont marquées très, très à droite et comme dans le programme de M. Mélenchon qui sont marquées très à gauche. Là où je suis d'accord... Vous dites à l'UPR, nous ne sommes ni de droite ni de gauche non plus. On ne dit pas seulement parce qu'on a un programme de rassemblement, pour le coup, qui n'a pas de marqueur gauche ou droite, donc on peut vraiment se revendiquer comme tel. Et ce n'est pas seulement nous qui le disons, puisque aux 2 dernières élections, le ministère de l'Intérieur nous a classés en liste divers, non pas divers gauche ni divers droite. Donc le ministère de l'Intérieur lui-même reconnaît que nous sommes au-dessus de ce clivage. Et moi, pour ce qui est des sondages, je ne fais absolument aucun cas des sondages. Ils ne testent pas tous les candidats. Et en plus, toutes les dernières élections ont montré... Alors ça changera quand les 500 signatures seront... Toutes les dernières élections ont montré que les sondages servaient plus est une sorte de prophétie autoréalisatrice et influencer l'opinion et les électeurs dans les urnes, et moi je fais confiance aux Français à leur bon sens, ont à chaque fois démenti tous les derniers sondages, donc je ne prête pas attention aux sondages. Vincent Chauvet, quelle priorité par-dessus toutes les autres est la plus importante ? Dans un programme présidentiel en tout cas, aux yeux des centristes, je pense que c'est vraiment la moralisation de la vie politique, sans revenir vraiment là-dessus. C'est un outil, ça, finalement. C'est un outil, mais c'est là où ça change. Et c'est aussi sur le changement des règles démocratiques, notamment l'introduction d'une proportionnelle, notamment à l'allemande, où on pourra avoir enfin au Parlement discuté avec l'extrême droite, débattre ou les contredire, où on pourra avoir des coalitions ou des ententes ou des alliances entre des gens qui aujourd'hui étaient séparés par des barrières différentes. La situation, par exemple, de l'Allemagne aujourd'hui, qui a une situation économique bien meilleure, même s'il y a certains défauts, que la France. Avec Où le taux alors, justement, c'est ce qu'a dit Benoît Hamon hier, le taux de chômage est à 7%. Le taux de chômage des jeunes est à 8%, quand en France, le taux de chômage des jeunes entre 18 et 24 ans est de 25%. Et le nombre de travail justement précarisé. Il y a des choses à améliorer, mais personne ne peut nier que la situation économique de l'Allemagne est aujourd'hui bien meilleure que celle de la France. Et cette situation économique est le produit d'un système politique où des gens de centre-droit et de centre-gauche, ces familles qui ont aussi fait l'Europe, qui ont fait la construction européenne, sont capables de s'entendre sur des réformes concrètes, sur des réformes de compétitivité, sur des réformes budgétaires, qui font qu'aujourd'hui, alors que l'Allemagne et la France étaient à un niveau comparable il y a une dizaine d'années, l'Allemagne est bien meilleure et bien en avance. Donc la clé pour changer le fonctionnement politique et l'émergence du FN est la conséquence de ça, d'un système complètement délabré entre deux partis qui ne représentent au final plus rien et plus qu'une minorité des Français, c'est de changer les règles. Et Emmanuel Macron, qui vient d'ailleurs et qui arrive là soutenu par des forces de droite et de gauche, est le seul capable de changer de manière raisonnable la démocratie française. Il y a des propositions dans tous les... Je vais faire parler M. Noireau, parce que vous avez fait allusion à l'Europe. C'est vrai que c'est un peu le clivage ici entre vos deux positions. Vous êtes pour la sortie de l'euro, mais comment vous faites? À quoi ça sert? On a l'impression que c'est la recette magique, la sortie de l'euro. Pourquoi? Alors, déjà, on ne parle pas d'Europe. Il faut parler d'Union européenne. Le programme, dans les 144 engagements présidentiels de Marine Le Pen, tout est expliqué. Dans le programme de Marine sur l'Union européenne est simple. Nous voulons redonner notre souveraineté au peuple. Macron, Hamon, gauche, droite,
ont clairement abandonné notre souveraineté. Le programme de Marine sur l'Union européenne, c'est donc de reprendre notre souveraineté monétaire, donc disposer de notre propre monnaie, comme dans 95% des pays du monde. Donc on repasse au franc, alors. C'est également donc, retrouver notre souveraineté législative, car il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'Union européenne doit donc, voter son budget, elle doit ensuite valider au niveau européen le budget que propose l'État français pour qu'il puisse être transposé en droit français. On en fait partie de l'Union européenne. Donc. Ensuite, je voudrais juste terminer parce que je pense qu'il faut quand même expliquer. On est là pour émettre nos propositions et défendre les engagements de nos candidats. Et il faut également donc retrouver notre souveraineté budgétaire. Il faut pouvoir être maître chez nous. Nous ne le sommes plus. Et donc là est le programme de Marine. Retrouver notre souveraineté pour pouvoir mener notre politique pour les Français. Nisrine Zaïli, qu'est-ce qui différencie finalement le programme de M. Macron à celui de M. Hamon? Justement, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par les deux protagonistes aujourd'hui, mais Macron propose quand même, il n'est pas dans le renouvellement comme on le croit, il est dans la continuité pure et simple de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Pour moi, un modèle économique libéral n'est pas un modèle justement qui va transformer en profondeur les choses, puisque c'est ce qui s'est fait jusqu'à présent en Europe et c'est ce qui continue à se faire malheureusement sur le plan économique ici en France. Nous, ce qu'on propose, c'est de rompre justement avec cette continuité qui est proposée par Emmanuel Macron. Quand on parle des retraites, on peut parler des retraites, on peut parler de la CSG, on peut parler de plein d'éléments justement de fond très précis qui montrent la différence entre Benoît Hamon, qui lui se soucie justement de nos personnes âgées, parce que personne parle de la détresse, de la souffrance qu'ont justement nos personnes âgées. Il y a une démographie qui est justement qui fait qu'il y a des personnes âgées énormément nombreuses qui sont en souffrance, qui sortent justement en retraite et qui n'ont pas vraiment les moyens de subvenir à leurs besoins primaires. Se payer un loyer avec une retraite à 400, 600 euros, c'est quoi? Franchement, on n'est pas digne. On n'est pas digne pour la sixième puissance économique de ne pas apporter des réponses et des solutions concrètes à ces personnes-là. C'est le seul candidat aujourd'hui qui s'adresse à cette population, en particulier sur les questions de dépendance. C'est ça, les valeurs de gauche. Moi, je mets au défi Macron quand il dit que certains qui n'ont pas eu la chance finalement de travailler ne pourront pas avoir de retraite. Mais ce système de retraite à points, c'est le système de retraite à points qui dit que ceux qui ne travaillent moins ne pourront pas avoir une retraite à la hauteur justement des minima sociaux. Je vous laisse répondre, puis après, Monsieur Gallois. Le système de retraite par points, c'est celui qui a été défendu depuis longtemps par plusieurs familles politiques et par plusieurs syndicats, dont la CFDT. C'est d'avoir un système qui, aujourd'hui, est complètement illisible. On ne sait pas, c'est impossible de calculer sa retraite, notamment si on a fait plusieurs carrières et si on a changé de branche, etc. Et de dire, on va, et les salariés du privé, on le connaît bien, c'est Agirc-Arrco, les retraites complémentaires, on va cotiser et chaque euro cotisé, quel que soit le salarié, donnera droit au même droit à la retraite ensuite, avec un point qui est mis à jour en fonction des équilibres pour qu'on ait un système pérenne, équilibré et qui donne confiance. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, et je défie tout le monde autour de la table de notre âge, des trentenaires, de dire est-ce qu'on a confiance dans notre système de retraite? Moi, quand je regarde comment on cotise et comment on aura une retraite et en se disant que ça va peut-être changer avec des réformes qui n'ont été que des réformettes pour l'instant, plus personne n'a confiance dans le système de retraite. Faire un système de retraite par points, c'est mettre de la clarté, de la justesse, de l'équilibre et redonner la confiance dans notre système de retraite. On n'a pas entendu beaucoup Mme Le Pen là-dessus. Je vais peut-être prendre la parole dessus parce que voilà, on est sur le programme et c'est ce qui est intéressant parce que fondamentalement on voit plusieurs visions, on voit des gens qui nous disent qu'ils vont faire différemment et on a des personnes qui sont dans la continuité comme M. Macron. La vraie réalité c'est que dans le cadre des traités européens, vous ne ferez rien tous autant que vous êtes autour de la table. Non mais attendez, je vous ai pas interrompu, j'ai pas le souvenir. Monsieur Gallois, assez vite parce que vous avez un peu d'avance. Donc j'ai pas le souvenir d'avoir interrompu. Donc moi j'ai avec moi le programme qui appliquera tous les candidats. Si jamais ils sont élus, sauf François Asselineau, c'est celui de la Commission européenne et les grandes orientations de politique économique. C'est l'article 121 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. C'est la Commission qui décide toutes les grandes réformes économiques et sociales pour tous les pays. Donc que ce soit M. Macron, Mme Le Pen ou M. Hamon, c'est ce qui sera appliqué. Il y a entre autres la réduction des dépenses publiques, la réduction de la sécurité sociale, attendez, je le dis, la réduction des coûts du travail et la modération du SMIC, réformer l'heure du travail, réformer l'assurance chômage, comme le dit M. Macron. On a bien compris que vous étiez pour la sortie de l'Union européenne. Ce qui est fondamental, et je finirai là-dessus, c'est que tous les candidats proposent finalement de réformer les traités. Or, il faut que les Français comprennent que c'est impossible, puisqu'il faut l'unanimité des 28 États membres. Il faut l'unanimité des 28 États membres. Non, mais je vous ai pas Monsieur Noireau, un mot sur les retraites. Il faut l'unanimité des 28 États membres. Merci. Et donc,
à ce moment-là, il n'y a que François Asselineau qui propose de sortir. Tous On a ceux bien qui compris. proposent de réformer les traités mentent aux Français. On a compris De que vous Madame vouliez Le qu'on Pen, sorte de l'Union européenne. Alors, Lilian Noireau, sur les retraites, un mot. Sur les retraites, déjà, le débat est plus large que ça. Sur les retraites, il faut donc élargir ce débat aux classes moyennes. Ce sont eux les véritables oubliés. Il faut parler également de la précarité dans laquelle se trouvent les classes moyennes, les petits retraités, du fait de cette mondialisation sauvage, du fait de cette Europe, et pour pouvoir permettre, voire des retraites correctes, après que les personnes aient travaillé toute leur vie. C'est simple. Il faut réinstaurer du patriotisme économique pour que le travail puisse revenir en France, que le travail soit fourni aux entreprises françaises en priorité. Si on ne recrée pas ce patriotisme économique, si on ne retrouve pas notre souveraineté, rien ne changera. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose? Il propose d'augmenter la CSG de 25. Il conserve exactement le même projet que la gauche au pouvoir, parce que, donc, je le rappelle encore une fois, c'est le propre hologramme de Hollande. Il était son conseiller, donc il l'a guidé dans ses démarches. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Donc ensuite, non, il faut véritablement remettre à plat ce système et permettre de garantir des retraites décentes aux Français, et ça, Marine Le Pen. Allez, je vous donne 10 secondes à chacun. Quelle première mesure vous voudriez voir que votre candidat, s'il est élu président, prenne dès qu'il arrive à l'Élysée? Monsieur Gallois, la sortie de l'Union? Nous, c'est très clair. Nous activerons l'article 50, comme le font nos amis britanniques, qui propose à chaque État membre de retrouver sa souveraineté et sa démocratie, et donc de donner aux Français un vrai choix. Merci. Sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN avec François Asselineau en 2017. Merci. Vincent Chauvet? Moi, c'est très concret sur un point que je trouve extrêmement important, c'est le numérique. Emmanuel Macron, c'est aussi le candidat qui a compris la transformation numérique de la société, et il propose un fonds d'investissement européen, parce que quoi qu'on en dise, l'économie se fait à l'échelle du continent, qui permettra d'amorcer les start-up et d'amener le continent vers l'innovation. Merci. Lilian Noireau, rapidement. Marine Le Pen remettra en 5 ans la France en ordre. Pour ce faire, elle permettra de retrouver notre souveraineté, nos 4 souverainetés, et enfin, elle permettra de redonner la liberté au peuple. Alors ça, c'est en 5 ans. Et la première mesure? Je suis juste déçue de ne pas pouvoir parler de l'Europe, mais bon, Ouais. la première mesure, c'est la passé 6e très vite. République avec la moralisation justement et l'éthique remis à plat pour pouvoir redonner confiance enfin et une fois pour toutes aux représentants justement du peuple. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site internet, sur notre page Facebook. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux jeunes militants en politique et à leur regard sur la présidentielle. Mais tout de suite, place à l'information régionale avec Emmanuel Pinsonneau. Et Dimanche en politique revient juste après. L'invité aujourd'hui de Francis Letellier, Jean-Luc Mélenchon. Très bon dimanche à tous. Lundi.